J'avais faite la dernière fois, mais la langue des oiseaux me suit partout. Donc, merci aussi effectivement à toi Patrick, à Véronique, à Lydiana et aux membres de l'association pour me permettre aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Alors, quand on a choisi avec Patrick le thème de ce dont j'allais vous parler aujourd'hui, j'ai dit je vais faire une conférence sur Tout est lié, c'est-à-dire que je viens de terminer un livre qui est actuellement chez les éditeurs, donc il n'est pas encore paru. Et je voulais parler de ce livre. Le problème, c'est que parler d'un livre qui fait entre 200 et 250 pages en une demi-heure, c'était quand même pas simple, même pour une conférence qui s'appelle Tout est lié. Alors j'ai décidé, pour illustrer mon propos, de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de personne. Alors pourquoi personne? Parce que tout simplement je ne veux pas, pour l'instant du moins, vous délivrer l'identité de la personne en question. Donc j'ai décidé de l'appeler Personne. Donc voici l'histoire de Personne. Je vais vous la raconter en 6 tableaux. Et vous allez voir qu'elle est très très étonnante, cette histoire. Donc le premier tableau se passe à Metz en 1941. En 1941, il y a un homme qui s'appelle Charles Koenigsegger et qui a une famille assez grande. Il est le père de 7 petites filles, enfin plus ou moins grandes, 7 filles on va dire, dont la plus jeune s'appelle Antoinette. Et Antoinette est vraiment sa fille adorée, sa petite poupée adorée. Elle a 8 ans, Antoinette, en 1941. Et il est ce qu'on appelle à l'époque un métalleux, autrement dit un sidérurgiste. Il travaille probablement pour la Compagnie des chemins de fer français. Je dis probablement parce qu'on n'a pas de certitude en fait là-dessus. Et Charles, il a une habitude, c'est qu'après le travail, il va chercher sa petite fille à l'école, donc sa fille cadette, sa petite Antoinette, sa Neddy comme il l'appelle. Et il a l'habitude d'aller prendre un petit canon au café du coin avec ses potes. Donc ce jour-là, qui est un jour tout à fait banal et ordinaire pour lui, il décide effectivement, comme d'habitude, d'aller boire un petit canon avec ses potes au café du coin. Et Neddy, Antoinette, comme d'habitude, va jouer sur le trottoir pendant cet intermède de son papa. Et ce jour-là, qui est un jour un peu différent des autres, finalement, Neddy, qui joue sur le trottoir bien tranquillement, voit arriver, au loin, 2 hommes en grand ciré noir, chapeau et bottes. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1941. Et immédiatement, Neddy se dit « Ouh là là, ça va pas bien se passer ». Elle rentre dans le café et les potes de son père voient effectivement rappliquer ces deux personnes au loin et se disent effectivement ça va pas bien se passer. Donc ils l'éloignent un petit peu et ces 2 personnes rentrent dans le café. Charles Koenigsegger est donc au bas, il ne se retourne pas. Une main lui est posée sur l'épaule au moment où le salut hitlérien est fait par ces 2 personnes. Et on lui demande effectivement de saluer le Führer. Et là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette histoire se passe en fait à Metz, donc dans l'est de la France. Et là, Charles Koenigsegger répond en alsacien, puisque en fait il parle l'alsacien à ce moment-là, Hitler freck. Ce qui en alsacien, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent alsacien dans la salle, mais ce qui veut dire en alsacien, Hitler, il peut crever. On en connaît qui sont quand même partis dans les camps pour moins que ça. Par conséquent, il s'en est suivi une petite explication et puis ces 2 énergumènes sont partis. Et la petite Antoinette, qui avait quand même tout entendu et tout perçu du haut de ses 8 ans, a trouvé ça bizarre. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, papa, il n'est pas inquiété, il n'y a pas de souci. Bon. Voilà, l'histoire se termine là pour mon premier tableau. Deuxième tableau, très différent, nous sommes en 2005, au Musée français de la brasserie à Nancy. Et là, Personne
puisque tel est le nom que j'ai décidé de lui donner pour le moment, personne est récompensée avec 4 autres personnes pour une nouvelle qu'elle a écrite sur le thème de la bière. Elle a écrit cette nouvelle parce que le Musée français de la brasserie avait lancé un concours sur le thème de la bière. Et donc, elle a écrit cette nouvelle. Voilà, et elle a été récompensée, elle était parmi les 5 lauréats, puisque c'était ce qui était prévu au contrat, il devait y avoir 5 lauréats pour les nouvelles écrites, et donc elle fait partie des 5 lauréats, donc elle est très contente, et voilà, elle est donc primée ce jour-là pour sa nouvelle, qui s'appelle donc Aquarelle. Troisième tableau, nous sommes dans le Lot en octobre dernier. Et en octobre dernier, dans le Lot, puisque c'est là qu'habite personne, eh bien personne reçoit un coup de fil. Un coup de fil très très inattendu pour elle. Parce que son mari décroche, et là, il lui dit, c'est Evelyne au téléphone. Alors personne, elle est quand même très surprise, elle dit Evelyne, mais Evelyne, comment ça Evelyne? Oui, Evelyne, ta cousine. Ah bon? Alors elle prend le téléphone et puis elle dit à Evelyne, bonjour, je suis ravie d'avoir de tes nouvelles, mais c'est quand même très curieux parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de nouvelles. La dernière fois que je t'ai vue, c'était à l'enterrement de ton papa. Et depuis, on ne s'est pas revus. Et là, Evelyne lui dit, écoute, il faut que je te dise un truc, je viens d'être contactée par un généalogiste. Et ce généalogiste, en fait, recherche tous les héritiers, les enfants de la famille de Charles Koenigsegger. Alors personne dit, mais Charles Koenigsegger, mais c'est le grand-père, Charles Koenigsegger. Elle dit, oui, c'est ça. Enfin, elle dit, pour toi, c'est le grand-père, et pour moi, c'est mon arrière-grand-père. Personne dit, oui, effectivement, c'est le cas, effectivement, puisqu'il y a un lien de petit cousinage. Alors, elle dit, est-ce que tu donnes l'autorisation que je donne ton adresse? Elle dit ça à personne, et personne lui répond, écoute, oui, vas-y, donne l'adresse au généalogiste, oui, il n'y a pas de problème, donne-lui l'adresse. Et il se trouve que personne va avoir le généalogiste au téléphone, qui va lui confirmer qu'effectivement, il recherche tous les héritiers des enfants ou les enfants de Charles Koenigsegger parce qu'il y a un héritage non réclamé qui est là et qui les attend. Personne, elle est drôlement étonnée. Elle n'aurait jamais cru qu'un truc comme ça pourrait lui arriver un jour dans sa vie. Elle est stupéfaite, mais bon. Et puis, là-dessus... on arrive au 4e tableau. Et ce tableau se passe en novembre 2022 dans un petit patelin de Seine-et-Marne qui s'appelle Chartronge, qui se trouve entre Coulommiers et La Ferté-Gaucher, et où habite Antoinette. Parce que Antoinette, elle avait 8 ans en 1941, mais en 2022, elle a 89 ans. Et donc, Antoinette, elle est chez elle, mais elle est chez elle plus pour très longtemps parce qu'elle a vendu sa maison, sa fille, personne, puisque personne est la fille d'Antoinette, il faut bien vous le dire. Donc, sa fille, personne, a donc décidé, avec son accord évidemment, qu'il fallait qu'elle vende sa maison et qu'elle ne pouvait plus s'en occuper parce qu'elle était toute seule, qu'elle ne voyait qu'elle était ravitaillée par les corbeaux, qu'elle ne voyait plus grand monde, qu'elle n'avait plus de vie sociale. Et puis, c'est vrai qu'Antoinette, elle est quand même un peu au bout de son rouleau. Elle est fatiguée, elle a toute sa tête, mais elle marche à l'équerre, elle ne voit plus très clair, elle n'entend plus bien. Enfin bref, il faut vraiment qu'elle sorte de cette maison. Donc, personne n'a décidé qu'elle allait vendre la maison de sa maman et puis qu'elle allait lui trouver une place dans une jolie résidence senior où elle retrouverait une vie sociale avec d'autres personnes dans son cas et où elle pourrait... enfin, être heureuse à nouveau. Parce qu'elle n'est plus très heureuse, Antoinette, il faut le dire, elle pleure souvent. Et donc, personne n'a décidé de réunir ce jour-là sa famille, toute sa famille, ses enfants, son mari, autour de sa maman, Antoinette.
déjà parce que ce sera la dernière fois qu'il y aura un repas de famille dans cette maison, et puis pour être avec elle ce jour-là, enfin, pour célébrer un petit peu la vente de cette maison et la nouvelle vie que va avoir maintenant Antoinette. Et personne ne va prendre la parole au cours de ce repas et annoncer à ses enfants, donc à ses propres enfants et à ses petits-enfants, parce que personne a aussi des petits-enfants maintenant, des tout petits-enfants, mais elle a des petits-enfants. Et elle va leur annoncer qu'effectivement un généalogiste les a contactés, etc. Mais elle va surtout dire dans les yeux à sa maman qu'elle n'a jamais cru à son histoire sur la façon dont son papa, Charles Koenigsegger, était mort. Parce que depuis toujours, Antoinette a dit à personne que Charles était mort d'un mal, probablement un cancer qu'il aurait eu. Et ça, personne, du plus profond de son être, n'y a jamais cru. Et donc elle dit en face à sa maman ce jour-là, eh bien, tu vois maman, tu m'as toujours dit ça, mais moi, je sais qu'il n'est pas mort comme ça, le grand-père. Alors évidemment, personne n'a jamais connu son grand-père, puisque le grand-père, il est décédé en 1943, quand sa maman, Antoinette, avait 10 ans. Et donc, personne dit, dis-nous comment il est mort vraiment. Et elle refuse de le dire, mais elle reconnaît qu'il n'est pas mort de la façon dont elle l'a toujours dit. Elle fait cet aveu qu'effectivement, il n'est pas mort d'un cancer comme elle l'a toujours prétendu. Et donc, comme Antoinette ne veut pas dire comment il est mort, ce papa, personne n'insiste pas, parce qu'elle ne veut pas la mettre mal à l'aise face au reste de sa famille, à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc elle n'insiste pas. Mais 2 jours plus tard, quand elle retourne la voir avec son mari, elle revoit effectivement sa maman et elle lui repose la même question. Et comme la maman reste muette, couette, qu'elle ne veut pas répondre, personne lui dit, écoute, maman, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire comment je pense qu'il est mort, ce grand-père. Ce grand-père, il a été assassiné ou il a été exécuté. Et là, Antoinette regarde sa fille personne et lui dit, il s'est exécuté tout seul. Alors effectivement, ça jette un froid et elle raconte un petit peu qu'une de ses sœurs, une certaine Margot, l'aurait retrouvée pendue à une tringle à rideau. Donc c'est un petit peu difficile à digérer tout ça. Et puis, le temps passe. Et puis au mois de janvier dernier, donc janvier 2023, personne décide d'aller voir un médium de ses amis et lui en parle. Et ce médium, il est ici dans la salle. Donc il peut confirmer ce que je vais dire. Donc personne va voir Élie, puisqu'il est là, je peux le nommer. Et elle lui raconte cette histoire. Et Élie lui répond, mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas faire autrement que de se suicider. Et là, je comprends, enfin, personne ne comprend que, en fait, les craintes qu'elle avait à propos de ce grand-père, parce qu'elle savait qu'il y avait une somme d'argent qui devait arriver via les généalogistes. Et elle se disait, mais à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'argent à gagner avec la résistance. Il y avait de l'argent à gagner avec de la collaboration, mais pas avec de la résistance. Donc, sa grande crainte à personne, c'était que le grand-père ait collaboré. Et en même temps, elle ne comprenait pas très bien parce qu'elle se disait, mais ça fait 80 ans, un héritage non réclamé depuis 80 ans, c'est juste pas possible, il y a une prescription trentenaire. Au bout de 30 ans, ça tombe dans le domaine public. Elle ne comprenait pas, il y avait des choses qui lui paraissaient bizarres. Et puis, quand elle rencontre Élie et qu'Élie lui dit, mais il n'avait pas le choix, elle se dit, mais donc il était résistant, il n'était pas collabo.
Donc tout ça ne collait pas, elle ne comprenait pas. Et puis, bon, ben, le temps passe. Et puis, elle dit à sa maman, elle lui dit, tu sais, maman, si c'est de l'argent de la collaboration, moi, j'en veux pas. Je veux pas de cet argent. Il n'est pas question qu'on accepte de l'argent de la collaboration. Et sa mère lui dit, oui, c'est vrai, tu as raison, on ne peut pas accepter ça. Mais en même temps, sa maman, elle aimait tellement son papa que pour elle, c'était inconcevable que son père ait pu être collabo. Absolument inconcevable. Pour Antoinette, ce n'était pas possible, compte tenu de l'amour que cet homme lui avait dispensé et de l'amour qu'elle lui avait rendu, et de l'enfance qu'elle a eue avec une mère, parce que je ne vous ai pas parlé de la femme de Charles, Thérèse, qui elle était, c'est Folcoche, hein. Voilà, je vous la fais courte, hein, si vous connaissez un peu, voilà. Donc pour Antoinette, c'est absolument inconcevable que son père soit un collabo. Et puis, il se trouve que personne, elle a une autre amie médium, qui est aussi ici dans cette salle, et qu'elle va rencontrer aussi au mois de janvier, et à qui elle raconte la même histoire. Et cette amie, qui est présente ici dans cette salle, c'est la marraine de l'association Les Anges Spirituels. Elle s'appelle Lydiana. Donc elle peut également vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Et donc je lui parle, et peu ou prou, avec d'autres mots, elle me dit exactement la même chose qu'Élie. Elle me dit, mais ce sont deux Allemands qui l'ont obligée à s'exécuter. Et là, revient en mémoire de personne, mais vous avez compris qui est personne, je crois. Me revient en mémoire ce que ma maman m'avait dit en me disant, mais j'ai jamais compris pourquoi le grand-père n'a pas été inquiété quand ces deux miliciens sont rentrés dans le café et qu'il n'y a vraisemblablement pas eu de suite. En fait, ça, c'est ce qu'elle a cru du haut de ses 8 ans. Mais il est bien évident que ce qui s'est passé en 1941 et la fin que Charles a connue 2 ans plus tard, pour moi, sont aujourd'hui intimement liés. Entre-temps, j'ai eu le fin mot de l'histoire sur cet héritage qui, en fait, ne vient pas directement du grand-père, mais vient d'une des sœurs d'Antoinette, donc de ma maman, qui, en fait, était la sœur qui est née juste avant elle et qui n'a jamais eu d'enfant et qui a laissé un petit héritage. Et je note au passage, je vous fais noter au passage l'ironie du sort, cette personne s'est toujours désolidarisée toute la famille et a toujours raconté à qui voulait l'entendre qu'elle était fille unique. Et aujourd'hui, ce sont ses neveux, à elle, la fille unique, qui vont récupérer un héritage, ses neveux et ma maman, puisque c'est la dernière vivante de la fratrie, ma maman. Toutes ses sœurs sont décédées. Et donc cette dame, qui s'appelait Jeanne, est décédée donc, en 2021, dans sa 90e année. Et alors, pour vous illustrer que tout est lié, en fait, pourquoi je vous ai raconté cette histoire qui est la mienne, qui est une véritable histoire? Pourquoi tout est lié? Parce que je vous ai dit dans mon deuxième tableau, je vous ai parlé de 2005, Musée français de la brasserie, où effectivement, une nouvelle est primée dans un livre qui s'appelle « Pourvu que ça mousse », qui est ici. Voilà. Et dedans, j'ai écrit cette nouvelle en 2005, donc. Et dans cette nouvelle, alors que je ne connaissais absolument rien de cette histoire qui ne m'a été révélée que depuis l'automne dernier, je fais de mon grand-père un brasseur qui n'était pas, évidemment. Dans la nouvelle, il s'appelle Charles Koenig et non pas Koenigsegger. Il s'appelle Charles Koenig. Et dans cette nouvelle, il est résistant et il sauve des Juifs. Alors, ce matin, on a parlé avec Irène de certaines choses et j'ai rajouté à un moment donné, j'ai parlé de mémoire transgénérationnelle. Alors, je voulais quand même vous dire quelque chose à ce sujet, parce que quand on écrit en 2005 quelque chose qu'on croit complètement inventé, qu'on croit qui nous tombe du ciel, parce que moi j'ai toujours dit que j'étais en écriture inspirée, puisqu'on a parlé de ça ce matin. Moi, j'ai toujours dit que j'étais inspirée quand j'écrivais. C'est-à-dire que c'est pas moi, à chaque fois je le dis, ce n'est pas moi qui écris, ça me tombe, quoi, ça me vient. Mais là, j'en ai vraiment une preuve, mais alors plus qu'absolue, et qui m'est personnelle en plus. Parce que ça, je ne pouvais pas le savoir et je ne pouvais pas l'inventer. Et pourtant, je l'ai écrit
15 ans avant d'avoir la révélation. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et alors la mémoire transgénérationnelle, je vais vous donner ce que moi, comment moi je l'aperçois, comment moi je la ressens. Et je vais essayer de parler un petit peu plus scientifiquement maintenant. On nous parle sans arrêt de l'ADN, de notre ADN. Donc on sait que dans notre ADN, on n'a que 3% d'ADN codant. Et ça, on va parler dans la prochaine conférence qu'on va faire tout à l'heure avec Christophe, de cet ADN codant, qui reprend en fait 4 éléments moléculaires constitutifs de nos gènes, qui sont les fameux ACGT, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais on va en reparler tout à l'heure. Et ça représente 3% de notre ADN. Le reste, les 97% restants, étaient considérés, jusqu'à il y a encore très très peu de temps par les scientifiques, comme de l'ADN poubelle. Comme si la nature créait pour la poubelle. Non mais, enfin, c'est juste, ça n'a juste aucun sens. C'est juste absolument... enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, moi, je pense que cet ADN poubelle, c'est justement notre mémoire transgénérationnelle et environnementale. C'est-à-dire que cet ADN, qui est peut-être non codant, mais qui emmagasine, en fait, tout le milieu ambiant dans lequel nous baignons en ce moment même, et aussi tout le milieu ambiant dans lequel ont baigné nos ancêtres, et qui constitue effectivement notre mémoire transgénérationnelle, et qui, moi, m'ont permis d'écrire en 2005 ce livre. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Voilà. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Voilà la façon dont je voulais illustrer ce livre qui n'est pas encore paru, mais qui est terminé. Et pour conclure, Christophe va nous lire en fait la conclusion du livre en question, qui là encore, m'est tombé du ciel, je vous assure. Enfin, j'ai déjà publié ce texte sur Facebook, donc certains le connaissent déjà, mais je pense que tout le monde ne l'a pas encore lu, ou on n'a pas pris connaissance. Voilà, donc je te donne le micro pour que tu nous lises la conclusion de cette conférence. Conclusion. La seule chose qui compte, l'amour. Bonjour les âmes amoureux. Amoureux, les pratiquants de la lumière de l'âme. Cet amour-là n'a ni limite, ni orée, ni circonscription. Il s'expanse au-delà de l'univers lui-même, se répand dans le cosmos intersidéral au point qu'il en est sidérant de beauté, de compassion et de plénitude. Il pardonne tout, même l'impardonnable, accepte tout, même l'inacceptable, tolère tout, même l'intolérable. Il fait fi de toute responsabilité, de toute culpabilité, de tout mensonge ou manigance, de toute fourberie ou trahison. C'est un amour fusionnel, passionnel, viscéral, infini et éperdu, ancré dans la volupté terrestre, sublimé dans l'éternité céleste, de ceux qui vous attrapent et vous vrillent les tripes, qui vous perdent dans l'infiniment grand et vous rappellent que vous êtes infiniment petit, qui balayent, mettent à terre et piétinent votre ego dans une humilité proche du néant, du rien que vous êtes, qui vous inflige plus de souffrance, de détresse, de plaie béante et de déshérence qu'il ne vous offre de bonheur, de joie, de souveraineté et de confiance. Seul au monde, sans armée, il s'exonère du temps qui passe, s'affranchit des murailles, des frontières, des douves et des barricades, se joue des remparts, il marche sur Rome, la Mecque ou Jérusalem, sans se retourner avec la foi de ne plus rien avoir à perdre. Il transcende tout jusqu'à l'amour divin, l'amour inconditionnel du tout pour le tout. C'est à n'en pas douter, le feu de Dieu qui me consume jusqu'en cendres et utilise ma voix pour passer son message universel. Mais pour rien au monde, entendez-vous, je n'échangerai cet amour-là pour l'insipide, l'indolore, l'inodore, le tranquille, le paisible, le serein, petit amour ronronnant dans lequel nous avons tous tendance à nous laisser aller par paresse, jalousie, routine, habitude ou culpabilité, dussé-je en mourir.
Tel le phénix, je renaîtrai de mes cendres encore et encore, jusqu'à n'être plus qu'une incarnation éthérée de l'amour lui-même. Morale de toute l'histoire, aimons. Aimons sans compter, excessivement, exagérément, sans limite ni barrière. C'est la seule bonne mesure, disait Christiane Singer, pardon, et c'est ce qui nous libérera de nos démons pour enfin embrasser le monde. À bientôt pour d'autres aventures. Violette. Alors pour ceux que ça intéresse, donc cette nouvelle qui s'appelle Aquarelle est la première de ce livre. Voilà. Merci beaucoup. C'était mon sujet. Des questions, si les gens ont des questions. Oui. Oui, j'ai juste quelque chose à dire par rapport à tout cela. C'est merveilleux. Et cette tirade, si on peut appeler ça comme ça, sur l'amour. Et je veux simplement dire, je pense que tout le monde l'a ressenti, c'est un défi de parler de l'indicible. Et c'est formidable de pouvoir parler de l'indicible comme vous. Et c'est l'inspiration de l'indicible qui vous a permis d'ajuster les mots de cette manière pour parler de ce que les mots ne peuvent dire. Et merci beaucoup. Et à cela, je vais ajouter quelque chose qui est un héritage de la science des Védas. La science védique qui date de milliers d'années avant l'avènement de Jésus le Christ. Au moins 5000 ans avant Jésus le Christ. Dans la science védique dit ceci, que de toutes les qualités du Créateur originel, universel, éternel, parfait, toutes les qualités du Créateur divin, l'amour et la joie sont les qualités suprêmes. Et je vais souligner la joie, parce que cet amour qui est extraordinaire se traduit par une joie incommensurable, qui se traduit par le mot Ananda en sanskrit. Ananda, qui est traduit en français par béatitude, c'est la joie suprême qui est inhérente à la conscience divine. Voilà, et la joie est très importante. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, alors je vais juste conclure peut-être définitivement maintenant avec peut-être une petite réflexion que je vais vous amener à mener. Je vais passer derrière le tableau parce qu'il va falloir que j'écrive pour que vous compreniez ce que je veux dire. Tout à l'heure, je me suis identifiée comme personne, hein, vous l'avez compris. Et ce matin, on en a aussi un peu parlé avec Irène à un moment donné, je ne sais plus à quel moment c'est venu, mais il ne faut pas confondre l'identité avec la personnalité et l'individualité. Les trois relèvent en fait de trois choses très différentes. Alors je vais quand même vous expliquer un truc. L'id, entité. Je vous les écris déjà pour que vous preniez déjà conscience de la manière dont je l'écris. Personne, alité. Et individu, dualité. Dualité, pardon. J'écris pas très bien au tableau, hein, je suis pas très à l'aise. Je confirme. Vous arrivez à lire quand même? Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Identité, personnalité, individualité. La
Là, et là, ça va parler, il y a une personne ici au moins dans la salle qui fait de la résonance numérique, donc ça va lui parler. Là, on est dans le je pense. Là, on est dans le je suis. Et là, on est dans le je fais. Ça te parle, Audrey? Bon. Donc, l'identité, et on en a parlé ce matin quand on a parlé des masques. C'est, autrement dit, c'est une entité qui vous squatte, une entité id, comme vous. Hein, id, ça veut dire identique. Donc, c'est l'identité comme vous qui vous squatte. C'est pour ça que vous avez une carte d'identité, avec un nom, un prénom et tout. Mais est-ce que votre identité, c'est ce que vous êtes au fond? Absolument pas. C'est ce que vous affichez. On est d'accord? Hein, c'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous affichez. Ensuite, on a la personnalité. Alors, la personnalité, si elle est alitée, la personne, c'est qu'elle est dans son lit. On est bien d'accord? Bon. Et à quel autre endroit est-on plus soi-même que dans son lit? Ben, nulle part. Parce que quand vous êtes dans votre lit, en général, vous y faites deux choses. Soit vous dormez, et là, vous partez dans des rêves, et là, toutes les barrières de votre subconscient tombent. Donc, vous n'êtes jamais autant vous-même que quand vous dormez. Et quand vous ne dormez pas, vous faites l'amour. Et vous vous mettez à nu, donc. On est d'accord? Là, en général, vous dévoilez vraiment la personne que vous êtes à ce moment-là. On est bien d'accord? Voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans le « je suis ». Ok? Et enfin, l'individualité. Donc là, on est dans la lune. Là, on est dans le soleil. Le soleil. Et là, on est dans la terre. Ok, Audrey? Oui. Tu me suis? Bon. Individualité. Bah là, c'est facile, ça parle tout seul. Hein. En fait, vous avez votre ombre et votre lumière en indivision. D'accord? Ce sont les individus que vous êtes. Donc là, vous êtes dans la terre, en fait, dans le je fais. C'est ce que vous faites tous les jours. Et tous les jours, vous battez, entre guillemets, je n'aime pas du tout ces mots de combat et tout ça, mais vous êtes, en fait, en permanence tiraillé entre l'ombre et la lumière. Voilà. On va terminer là-dessus. Je voulais vous expliquer ça parce que je me suis présentée comme étant personne. Et je voulais vous expliquer pourquoi je l'avais fait. Et puis aussi parce que pour maintenir un petit peu de suspense. C'est vrai. Voilà. Merci en tout cas. On va faire une pause d'un quart d'heure, le temps d'installer la vidéo. Si vous avez l'occasion de prendre les livres de Violette.